Les États-Unis dans les années 1990. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe, 28 années après qu'un rideau de fer se soit abattu sur l'Europe, pour reprendre Churchill. 2 ans plus tard, l'URSS se disloque avec la création du CEI, la Communauté des États indépendants. L'URSS étant tombée, une seule grande puissance reste alors sur la scène internationale, les États-Unis, que l'on qualifie d'hyperpuissance. Cette notion d'hyperpuissance conceptualisée par Hubert Védrine, donc Hubert Védrine étant un diplomate et ancien diplomate et ministre des Affaires étrangères français, cette notion d'hyperpuissance induit déjà une notion de puissance, alors, que l'on peut définir, selon Raymond Aron, comme est une puissance un pays étant capable de dominer et d'imposer sa domination, autrement dit capable de faire et de faire faire. Mais au-delà de la notion de puissance, une hyperpuissance induit une domination sans partage sur tous les plans, à tous les plans, qu'ils soient économiques, militaires, diplomatiques, technologiques, idéologiques, culturels ou même médiatiques. Mais au tournant des années 2000, le tournant des années 2000 conteste cette idée d'hyperpuissance. La problématique qui s'impose donc est de savoir si l'hyperpuissance américaine, qui découle donc de l'effondrement de l'URSS, ne comporterait pas ses propres failles, finalement. Nous verrons dans un premier temps que les États-Unis sortent vainqueurs par chaos de la guerre froide, puis nous démontrerons que l'hyperpuissance américaine s'impose au monde, finalement, dans les années 1990, et enfin nous verrons que l'hégémonie américaine est toutefois contestée. Donc tout d'abord, les États-Unis sortent vainqueurs par chaos de la guerre froide. Cela signifie la fin de l'URSS. Enfin, cette fin de la guerre froide est marquée par la chute de l'URSS et vers un nouvel ordre mondial qui s'annonce. D'abord, dès les années 70, l'URSS présentait déjà des fragilités, qu'elles soient d'ordre économique d'abord. Cela peut se symboliser par le fait que l'URSS avait dû importer du blé venant des États-Unis, montrant à quel point les fragilités étaient finalement bien réelles. Puis, il y avait aussi des fragilités d'ordre politique, avec diverses contestations au sein du bloc soviétique. On peut citer entre autres en Tchécoslovaquie, avec le printemps de Prague en 1968, ou bien en Pologne avec Lech Walesa en 1979, ou bien même dès 1956 avec la crise de Budapest en Hongrie. En 1985, lorsque arrive Gorbatchev au pouvoir en URSS, il instaure tout d'abord la perestroïka, donc qui signifie la reconstruction, qui est finalement un mouvement de réforme économique et sociale, qui amène vers une libéralisation du régime, et ce pour le sauver, puisque, rappelons-le, des fragilités étaient bien présentes dans les années 80. Mais aussi, Gorbatchev apporte ce qu'on appelle le glasnost, donc qui est une politique de démocratisation qui reconnaît finalement la dignité humaine, et on voit là un changement radical d'idéologie par rapport à l'idéologie soviétique. Mais finalement, ce perestroïka de Gorbatchev se transforme en catastroïka, puisque en 1991, avec les accords de Minsk, eh bien, la CEI est créée, donc la Communauté des États indépendants, et on voit que les États baltes, donc l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie actuelle, tournent le dos à l'URSS, se tournent vers l'OTAN, et donc est symbolique que la CEI n'est pas le nouvel URSS, mais qui a bien
une réelle chute, et ce de manière définitive, de l'URSS. Ceci nous amène donc au deuxième point, de la deuxième étape de notre argumentation, pour dire que l'hyperpuissance américaine euh, reste, euh, reste seule finalement. Il y a l'avènement d'une hyperpuissance américaine dans les années 90. Tout d'abord, Francis Fukuyama disait en 1989, prédisait la fin de l'histoire avec une victoire par KO, avec la victoire par KO sur l'URSS. Donc finalement un triomphalisme américain qui s'imposait. Védrine qualifiait les États-Unis avec le terme d'hybris, donc qui signifie démesure, orgueil. En effet, les Américains se voyaient comme mission d'apporter le libéralisme et la démocratie partout sur la planète, étant donné qu'il reste la seule grande puissance sur la scène internationale. Le libéralisme et la démocratie, qui, rappelons-le, sont aux yeux des Américains des piliers fondamentaux de la paix mondiale et donc de leur propre sécurité. On peut citer la redéfinition du rôle américain en tant qu'hyperpuissance lors du très important à retenir, du très important discours de George Bush père dans les années 90, en 1990, pardon, plus précisément, avec l'avènement d'un nouvel ordre mondial, donc que je cite: les États-Unis veulent défendre partout les valeurs du monde civilisé. Un nouvel ordre mondial s'impose aux autres pays du monde. Une unipolarité s'installe donc, et les États-Unis se voient comme devoir d'être les nouveaux gendarmes du monde. Et enfin, dans ce discours, George Bush dit quelque chose de très important. Je cite: il n'existe pas de substitut au leadership américain. Bon, cela justifie donc l'interventionnisme américain, et plus particulièrement l'interventionnisme en Irak contre l'invasion du Koweït en 1991. Donc, il y a une réelle hégémonie sur tous les plans des États-Unis dans les années 90. Mais cela nous amène à notre dernier point de notre argumentation, une hégémonie finalement contestée. En 1996, Samuel Huntington, dans son Clash des civilisations, le choc des civilisations qu'il cite, est une réelle mise en garde du triomphalisme américain, car ce triomphalisme même risquerait de se heurter à des identités. On voit en effet l'apparition de contestations dans les fin des années 90, début des années 2000, contestations d'ordre économique et d'ordre identitaire. Alors tout d'abord, ces contestations économiques se symbolisent tout d'abord par la création du Mercosur en 1991. Mercosur qui est donc la création d'un marché commun en Amérique latine, qui fait office de première contestation économique par rapport à l'hégémonie américaine, et dont le Brésil en est le leader finalement de ce Mercosur. Mais on peut citer aussi dans cette contestation économique les causes du PAS, donc du plan d'ajustement structurel instauré par les Américains, qui, par exemple en Bolivie, ont eu des conséquences assez désastreuses sur les plus pauvres, et qui marquent donc un tournant à gauche de pays d'Amérique latine, entre autres, un tournant à gauche, donc tournant le dos finalement au libéralisme américain. Mais cette hégémonie est aussi contestée sur le plan identitaire.
cela se traduit soit par des replis nationalistes, soit par des contestations d'ordre religieux, avec l'émergence de mouvements islamistes. Euh, donc on peut notamment, entre autres, citer comme exemple les attentats sur les ambassades américaines en 1998 au Kenya et en Tanzanie. Mais cette contestation identitaire atteint un paroxysme le 11 septembre 2001, bien évidemment, avec les attentats du World Trade Center, mais aussi de l'attaque sur le Pentagone, et aussi la tentative d'attaque de, bâtiments sur Washington, oui. Donc, en conclusion, l'hyperpuissance, le leadership américain qui découle euh, de la chute de l'URSS dans les années 90, eh bien, est bien réel dans les années 90, s'impose partout sur le monde. Mais avec les nouvelles contestations au tournant des années 2000, qu'elles soient d'ordre économique ou identitaire, laisse bien entendu présager euh, un leadership de courte durée, euh, et avec des difficultés américaines qui se traduisent sur les plans à la fois politiques, à la fois économiques, mais aussi, par exemple, des difficultés confirmées par le retrait des Américains fin août 2021 d'Afghanistan. Euh, et donc avec notamment aussi des difficultés sur le plan militaire, puisque des nouveaux combats, donc avec des combats finalement contre des mouvements djihadistes, des mouvements islamistes, qui provoquent une asymétrie. Enfin, il y a une asymétrie la nouvelle forme de guerre qui s'amène, donc qui symbolise donc finalement que le leadership américain n'est plus aujourd'hui comme le pouvait être en 1990, réel sur le globe. Bon, pour faire un petit bilan de cette colle, alors il y a plusieurs difficultés. D'abord, moi, quand je l'ai faite, cette colle, j'ai pas de document à l'appui, donc ça peut être un avantage dans le sens où on perd pas de temps à l'étudier, à regarder le document, à chercher les informations dedans. Donc, avec 20 minutes de préparation, ça peut être perçu comme un avantage. Mais d'un autre côté, c'est aussi un inconvénient parce que on n'a pas de quoi s'appuyer, on n'a pas de contenu, on nous concède pas de contenu par rapport à par rapport au sujet. Et aussi l'autre inconvénient de ne pas avoir de documents, c'est que la formulation d'une problématique ne vient pas naturellement, c'est plus difficile à trouver. Et c'est une des erreurs que j'ai faites. J'ai pas formulé très clairement de problématique, enfin je l'ai pas formulé du tout d'ailleurs dans mon introduction, bien que dans mon raisonnement et dans ma conclusion, je l'ai très fortement sous-entendu et j'y ai même répondu. Mais parce que je l'ai trouvé au fur et à mesure que je déroulais mon argumentation. Euh, et donc, alors il y a une autre erreur aussi bah, que j'ai réalisée, hein, c'est que, et pourtant je l'avais noté dans mes notes, mais je l'ai pas dit à l'oral, c'est le discours de George Bush qui est, qui est central dans ce, dans cette, dans ce, dans cette colle, dans ce sujet. Il est absolument central, hein, c'est la nouvelle politique finalement, la nouvelle vision des États-Unis en tant qu'hyperpuissance, hein, absolument indispensable. Et un an, donc en 90, un an avant l'invasion de l'Irak, du Koweït par l'Irak, donc un an avant de l'intervention majeure, première intervention majeure en tant qu'hyperpuissance des États-Unis. Donc élément central, le discours de George Bush en 90. Autre autre erreur que j'ai réalisée, donc dans le Grand 1, euh, ouais, dans le Grand 1, j'avais formulé que euh,
finalement, il y avait la chute de l'URSS qui a amené vers un nouvel ordre mondial. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Enfin, le contenu était pertinent, c'est-à-dire que j'ai expliqué pourquoi l'URSS, enfin, comment on a amené vers un nouvel ordre mondial. Mais il fallait être malin et il fallait pas le formuler, il fallait pas dire l'URSS, parce que le sujet c'était quoi? C'était les États-Unis. Donc il fallait le formuler d'une d'une telle manière que ce sont les États-Unis qui apparaissent comme le sujet principal et l'unique sujet finalement. Donc il aurait fallu le formuler plutôt les États-Unis vainqueurs de la guerre froide, comme je l'ai dit précédemment. Et enfin, une des autres difficultés, alors ça c'est propre à ma situation hein, finalement, c'est que les États-Unis en 1990, c'était la toute fin de mon chapitre 5, sur la guerre froide, et ça représentait une petite partie, mais je dirais peut-être un dixième, voire un douzième de mon chapitre. Et c'est un contenu que j'avais un peu négligé dans ma révision parce que c'était la fin. On avait déjà fait un commentaire, on avait déjà travaillé dessus sur un commentaire de texte en devoir maison. Et je m'étais concentré du coup sur les révisions de la guerre froide, sur toutes les dates, les événements majeurs de la guerre froide, et pas la fin finalement. Et ça m'a un peu porté à préjudice, euh, donc j'ai dû un peu bricoler avec ce que je me souvenais du devoir maison qu'on avait fait à faire. Donc, sinon, à part ça, j'ai deux cols, deux cols de géopolitique par semaine, donc a priori, je sortirai une vidéo euh, deux fois par mois. Ouais. Mais je proposerai pas que des cols aussi, je proposerai des commentaires de cartes, des corrigés de commentaires de cartes dans l'épreuve de dissertation, hein, qui est comprise dans l'épreuve de dissertation. Euh, donc des commentaires de cartes, et aussi des cartes à réaliser, toujours dans la dissertation. Dans le, voilà. Et aussi je ferai des points d'actualité, alors qu'on n'aura pas vu en cours, parce que ce sera trop facile de reprendre mes notes. Donc je ferai un point d'actualité par rapport à un événement qui se passe, qui m'intéresse et que je veux un peu décrypter avec mes connaissances, et aussi bah, de m'instruire hein, finalement grâce à ça. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui arrivera prochainement.